Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir et je vous souhaite encore la bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision et je vous rappelle que pour l'actualité de ce 2 décembre 2014, eh bien, on va parler de cette situation difficile que vivent les habitants de Kasumbalesa village. Leurs maisons, centres de santé et écoles également ont été fortement endommagées suite à une forte pluie, une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la cité frontalière de Kasumbalesa. Un bilan de cette situation dramatique dans ce journal avec Léon Magloire Munga. Également dans ce journal, l'association des femmes de médias du Katanga, la FEMEC en sigle, qui continue à sensibiliser les femmes travailleuses dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. Et c'est 2 décembre 2014, il a été question de la dénonciation dans les différents cas de viol. Et pour débuter cette fois-ci réellement cette édition d'information, eh bien nous allons à Tenke-Fungurume Mining pour vous dire que cette entreprise minière procède en ce moment à la réinstallation des habitants du bloc Mitumba. Une opération qui vise à épargner ces habitants des risques qui sont dus à différentes opérations minières. Rufin Kibambe et Etienne Ilunga. Au total, 324 familles sont en cours de réinstallation à New Mitumba, à plus ou moins 25 km du bloc Mitumba, ancien village. Ces familles sont exposées au risque des opérations minières que l'entreprise Tenke-Fungurume Mining compte lancer d'ici peu sur cette partie de sa concession. Bien avant, TFM a procédé à l'identification de toutes les maisons concernées, puis construit un nouveau village plus moderne avec des maisons spacieuses, y compris l'eau et l'électricité. Pour un bon encadrement, TFM a indemnisé chaque ménage, ou mieux, chaque maison ou parcelle, selon la catégorie. Locataire simple, propriétaire bailleur, propriétaire résident ou propriétaire non résident. Nous sommes ravis des maisons construites par TFM. Lundi 1er décembre 2014, les premières familles ont été réinstallées et la joie est immense. Ces maisons est notre souhait. Nous pouvions dépenser tout l'argent autrement, dit cette femme. Ici, la vie va s'améliorer. Il y a un grand changement. Une école primaire et un centre de santé sont en construction et TFM rassure un transport gratuit vers les grands centres Tenke et Fungurume avec une rotation de 3 fois par jour. Un geste qui rentre dans le cadre de développement communautaire de Tenke-Fungurume Mining. Mesdames, Messieurs, alors que des maisons, des belles maisons neuves qui sont construites à Tenke-Fungurume Mining, ailleurs dans la cité frontalière de Kasumbalesa, eh bien, ce sont des maisons qui s'écroulent, des maisons d'habitation, des centres de santé, également des écoles, suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue récemment sur Kasumbalesa village. Un bilan de cette situation dramatique avec Léon Magloire Munga et également Facho Ndomba. Le bilan de la dernière pluie qui s'est abattue sur la cité frontalière de Kasumbalesa est bien lourd. 28 maisons écroulées, 2 centres de santé et une école détruite. Ça s'est passé à Kasumbalesa village. La désolation et le désespoir sont bien visibles dans tout le quartier, peu après cette pluie orageuse. Il y avait vraiment un grand vent qui a vraiment frappé du côté, c'est ce côté que nous pouvions parfois appeler nord au sud. Et puis, c'était le moment où il y avait des menaces de la pluie. Et puis la pluie a commencé à pléviner. C'était vers 22h à 23h où la situation nous a vraiment surpris. Il y avait un grand vent, il y avait des tempêtes. Et jusqu'à ce que nous étions surpris qu'on a emporté la toiture de là où on internait les malades. Et vous aviez vous-même remarqué que ici, c'est la salle où nous recevons le malade. Mais salle de consultation, elle est là intacte. Mais dans l'endroit où on devrait observer le malade ou interner, c'est là où la torture est partie. Au cours de cette même pluie qui s'est abattue dans la nuit, les eaux ont emporté une femme qui vivait seule, retrouvée morte jusqu'à 250 mètres de son domicile, dans une tranchée. Et pourtant dans ce quartier dévasté, il y a quand même la présence des arbres. La saison pluvieuse n'est qu'à ses débuts, et il faut reconnaître qu'il n'a pas encore suffisamment plu au Katanga. Et les dégâts enregistrés jusque-là sont bien considérables.
Nous étions à Kasumbalesa et nous y restons cette fois-ci. C'est pour parler de la commission chargée de faire toute la lumière sur l'incendie survenu le 24 novembre dernier à Kasumbalesa. Eh bien, la commission d'enquête a publié son rapport. Le bilan humain fait état de 4 morts et 12 blessés. Et sur le plan matériel, 48 véhicules ont été fortement endommagés. Ce rapport lu à l'Assemblée provinciale n'a pas convaincu les députés provinciaux du fait que la DGDA semble rejeter toute la responsabilité du drame à Pacifique Trading, une entreprise chargée de gérer les parkings. Edouard Kankou. L'incendie qui s'est déclaré à Whisky à Kasumbalesa avait enregistré 4 décès, 12 blessés, 48 véhicules calcinés, dont 25 bâchés, 18 conténérisés, 3 ouverts et 1 non identifié. Ceci vient du rapport de la commission d'enquête diligentée par le directeur général des services des douanes, des concerts avec les responsables de Pacific Trading. Ce rapport, lu à l'intention des députés provinciaux, rejette une grande responsabilité à Pacific Trading, qui n'est qu'une agence qui s'occupe du parking, chose qui n'a pas satisfait les élus du peuple. Pour eux, la DGDA doit reconnaître son forfait, surtout dans la lourdeur administrative et la légèreté dans les efforts de maîtriser l'incendie. Pour l'honorable Louise, il est inadmissible qu'une douane fasse recours au camion anti-incendie de Lubumbashi, qui, malgré les efforts, arrive au lieu du drame à 20h, soit 4 heures après le déclenchement de l'incendie. Un autre élu du peuple a insinué que la DGDA Katanga viole le code douanier qui stipule que les camions transportant les produits inflammables, toxiques ou vivres frais font l'objet d'enlèvement en urgence. Mais malheureusement à Kasumbalesa, d'autres formalités administratives prennent 1 mois. Le rapport stipule également que le conducteur du track à l'origine de l'incendie est un Zimbabwéen et il était à sa 2e rotation en RDC. Il ne maîtrisait donc pas le code de la route. Faux, rétorque le membre de l'organe délibérant, qui ont fait savoir que beaucoup d'argent qui fait entrer la douane de Kasumbalesa ne l'empêche pas de prévenir les accidents, incendies et autres drames. Et sur un tout autre registre, le ministre national des ITPR a attentivement parcouru le week-end dernier le tronçon Lubumbashi-Likasi. À l'issue de ce trajet, eh bien, Fridolin Kassochi a fait un constat selon lequel certains endroits nécessitent une retouche. Fridolin Kassochi a saisi l'opportunité pour recevoir les explications sur le pont moderne en cours de construction jeté sur la Luera, sur la route de Kolwezi. Images et commentaires, Jules Kaboula. Construite entièrement en 2008 sur financement de la Banque mondiale par le groupe Forest, retouchée sur 19 km de Kapoloé vers Likasi il y a 3 ans, la route Lubumbashi-Likasi a encore récemment nécessité une intervention à Pointe-Tatan. Mais dans l'ensemble, elle reste en bon état. Le ministre en charge des travaux publics s'en est rendu compte ce samedi 29 novembre. En compagnie de certains collaborateurs, il a parcouru ce tronçon en direction de Kolwezi. La grande nouveauté sur cette route, c'est le nouveau pont Kapoloé en construction sur la rivière Lufira. Un pont définitif en béton précontraint. La dernière poutre a été posée ce jour même. Il ne reste qu'à améliorer le tablier et construire les garde-fous. Le nouveau pont Kapoloé mesure 54 mètres de long pour 10 de large. Il est capable de supporter jusqu'à 110 tonnes, idéal pour le trafic minier important dans la région. Fridolin Kassochi a reçu les explications des responsables de CREC 7 et les a félicités pour la rapidité d'exécution. Au mois de février 2015, ce pont sera ouvert au trafic. Au ministère provincial de l'Environnement s'est ouvert un atelier sur le processus d'élaboration du programme provincial de l'environnement, forêt, eau et biodiversité. L'objectif, bien évidemment, est de donner des orientations stratégiques pour la protection de l'environnement et gérer durablement les ressources naturelles renouvelables. Célestin Muganza, Richard Chima. Il sera question au cours de cet atelier la mise en place du comité de pilotage et de l'équipe de rédaction du programme provincial Environnement, forêt, eau et biodiversité. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a connu la participation des acteurs principaux du secteur de l'environnement au Katanga. Le gouvernement provincial du Katanga y a été représenté par son ministre en charge de l'environnement, le docteur Odax Sompoué. À ce sujet, j'invite l'équipe de rédaction du PPFEP, sous le contrôle du comité de pilotage, de s'inspirer du plan quinquennal de croissance et de l'emploi 2011-2015
et du document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté du Katanga. Lesquels documents retracent en grande ligne les actions à mener dans tous les secteurs, notamment de l'environnement, forêt, eau et biodiversité. Ce programme qui a été initié par le gouvernement central vise donc la rédaction de ce programme au Katanga et va tenir compte des réalités de la province, dont la protection des ressources naturelles renouvelables. Toujours ce 2 décembre 2014, le ministre provincial de Mines, Odax Sompo, a également ouvert la 18e session plénière de l'initiative d'investissement durable au Katanga, IDAC en sigle. Ces assises vont tabler autour de l'intégration du secteur de mines dans l'économie locale. Ce thème demeure une préoccupation pour le gouvernement provincial du Katanga et également une préoccupation pour la société civile. Je repropose un extrait du discours prononcé à l'occasion de cette ouverture, discours prononcé par le ministre Odax Sompo, qui est au micro de Célestin Mganza. En cette dernière session de l'année 2014, les trois composants de l'IDAC, à savoir le gouvernement provincial, les entreprises minières et les organisations de la société civile vont se pencher et échanger en toute liberté sur cette problématique de l'intégration du secteur minier à l'économie provinciale, voire nationale, afin de donner aux investissements du secteur minier un contenu local assez significatif. Le terme contenu local souligne les avantages que doit générer l'industrie minière par la création d'emplois décents, la réduction de la pauvreté, la valorisation du tissu industriel local, le transfert de technologies, le renforcement durable des compétences humaines, ainsi que la dynamique de croissance sociale durable et inclusive. Je vous exhorte donc d'user de toute votre expérience et sagesse en vue de formuler des recommandations qui permettent d'une part au gouvernement d'élaborer des stratégies de croissance et de progrès social. Un mot de santé dans ce journal, c'est avec la lutte contre le VIH-Sida. Un petit relâchement est constaté dans la lutte contre cette pandémie au niveau de la République démocratique du Congo. L'aide des partenaires diminue au jour le jour et sur le terrain, des nouveaux cas sont toujours enregistrés et les femmes sont les plus touchées à cause des viols. Le nombre de personnes contaminées est jusqu'ici inconnu. Linda Lucan. La République démocratique du Congo ne dispose pas de données récentes en termes de statistiques sur la prévalence du VIH. Les derniers disponibles sont de 2007 avec une prévalence de 1,3%. Mais les organismes de lutte contre le sida affirment que la situation sur terrain reste alarmante dans certaines villes comme Lodja, Chikapa, Lubumbashi, Kasumbalesa, Fungurume et les provinces de l'Est de la RDC. Les jeunes et les femmes sont les premiers touchés par la maladie car ils représentent la tranche la plus vulnérable de la population. De plus, les violences sexuelles perpétrées de manière récurrente sur les femmes aggravent encore la propagation du VIH-Sida et touchent également les nouveau-nés contaminés par le virus transmis au moment de l'accouchement. Pour ce qui est de l'accès aux antirétroviraux, le dépistage reste la première étape. Une culture à incarner dans le Congolais. Pendant que tous les efforts sont tournés vers l'éradication du virus à Ebola, le VIH, lui, ronge furtivement la société. Il faut rappeler le mode de prévention, l'abstinence, le préservatif et la fidélité.
Et la sensibilisation de femmes dans la lutte contre les violences sexuelles, eh bien, cette sensibilisation se poursuit. Une initiative de l'Association des femmes des médias du Katanga, FEMEC en sigle, avec la collaboration de la division du genre. Ce mardi, les femmes travailleuses ont été ciblées particularité plutôt des exposés ce mardi, eh bien, la dénonciation des cas de viol. Edouard Kanko. Les femmes travailleuses de toutes les couches sociales et de tous les secteurs de la vie ont été sensibilisées sur la lutte contre les violences faites aux femmes par la division du genre et l'association des femmes des médias du Katanga. D'entrée des jeux, l'orateur a défini la violence sexuelle par 3 grands aspects: la pénétration, l'utilisation de la force et le non-consentement. Pour Madame Kabera, chef de division du genre, le premier réflexe quand on a un cas de viol, on doit se diriger à l'hôpital. L'hôpital va vous permettre d'avoir la réquisition médicale qui va permettre à ce qu'on puisse accompagner la victime sur le plan juridique et sur le plan judiciaire. C'est très nécessaire pour vous, puisque s'il n'y a pas de preuves, quand la personne va arriver au parquet, on risque de ne pas suivre de près son cas du fait qu'on n'a pas dénoncé à temps. Le docteur a beaucoup insisté. Donc, en conclusion, le premier geste à faire, c'est d'aller directement à l'hôpital. Au cours de ces échanges, il a été dit que la stratégie nationale de lutte contre les violences faites à la femme assure la prise en charge juridique, l'accompagnement psychosocial et la réinsertion scolaire. Une femme ou fille victime du viol a 72 heures, soit 3 jours, pour signaler le cas à l'hôpital. Ce cas est une urgence pour le service de santé, étant donné que la prise en charge est limitée dans les temps. Mesdames et messieurs, nous repartons à Kasumbalesa pour parler d'une situation un peu plus heureuse qui concerne les hommes de troupes de la République démocratique du Congo. Le capitaine magistrat de Kasumbalesa, Guillaume Gwembo, s'est officiellement uni à Madame Jackie Moulanga. Il s'agit d'emboîter le pas à la première dame de la République démocratique du Congo qui depuis un temps parraine et encourage l'union des hommes en uniforme. Le capitaine magistrat Guillaume donne ainsi le temps à une série de mariages des militaires et policiers de Kasumbalesa dans les jours à venir. Léon Magloire Munga et Fachondomba. Après le ton donné par la première dame de la RDC à Moanda et à Matadi, d'autres hommes en uniforme emboîtent le pas. À Kasumbalesa, c'est le capitaine magistrat Guillaume Gembo, chef de parquet militaire de Kasumbalesa, qui a prêché par l'exemple, en présence de plusieurs invités, essentiellement ses collègues. Le capitaine magistrat Guillaume Gembo a traîné son épouse Jackie Moulanga jusque devant l'officier de l'état civil, où une ambiance sans pareil a régné. Ensuite, les deux conjoints se sont dit oui dans la chapelle des vainqueurs de la cité de Kasumbalesa. L'autre grand rendez-vous a eu lieu lors de la soirée dansante dans la grande salle Pudding. Par ici, autour des heureux mariés, les convives se sont défoulés jusque très tard dans la soirée. Un exemple à suivre pour tous les autres officiers supérieurs de l'armée et de la police, et même les militaires de rang, tels que le souhaite bien la première dame de la RDC, Madame Marie-Olive Lembe Kabila. Voilà, nous revenons à Lubumbashi pour parler sécurité cette fois-ci, pour éviter tout dérapage et débordement pendant les festivités de fin d'année. Un conseil de sécurité a été tenu ce 2 décembre. Était présent le vice-gouverneur de province, les officiers militaires ainsi que le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, que je vous propose d'écouter. Tulionana juu ya concertation juu ya kusikilizana, kujua namna gani mwenendo tunapaswa kuonyesha kwa raia juu wakati ya mafete iko nakuya, kuchukue makelele, kuchukue mafujo. Ni ile tunakutana na wakubwa ba jeshi na polisi na guverneri mwenyewe na ba teritorio ya security. Salama, tuko kabisa kimya kwa
Alors, à la mairie de Lubumbashi, pour vous dire que l'hôtel de ville a servi de cadre aux préparatifs de funérailles des supporters de l'équipe de Saint-Éloi à Lupopo qui sont décédés lors des incidents qui ont opposé, des incidents qui ont survenu lors du match qui a opposé donc leur équipe à Sangabalende. L'enterrement de ces victimes aura lieu demain. Bon, monsieur le maire nous a invités. Comme vous le savez, nous devions procéder à l'enterrement de nos fanatiques qui avaient perdu la vie lors du match qui nous avait opposé à Saint-Gabalité. Nous tenons d'abord remercier monsieur le maire. Nous remercions également les députés provinciaux qui en ont fait leur problème. Et nous informons à notre public que l'enterrement va avoir lieu aujourd'hui. Et donc, c'est dans le calme, pas de désordre, parce qu'on n'a plus besoin de continuer à pleurer. Nous sommes une équipe de football, nous ne sommes pas un parti politique. Et donc, nous allons enterrer nos fans avec dignité, avec l'appui matériel et financier de la mairie. Nous pensons que les choses vont se passer normalement. Nous avons également soulevé certains points à monsieur le maire. C'est par rapport à la réconciliation avec la police, parce qu'on devra toujours jouer sous la sécurité de la police. Il faut une réconciliation. Nous avons également dit à monsieur le maire qu'il y a certains médias qui doivent être rappelés à l'ordre, parce que les médias ont comme rôle informer, éduquer et divertir. Et lorsque les médias commencent à intoxiquer, à créer, à inciter les publics à la haine et à la violence, je crois qu'ils sont à côté, en dehors de leur mission. Nous avons demandé à monsieur le maire, dans un très bref délai, qu'il rappelle ces médias à l'ordre, ces journalistes à l'ordre. Nous ne voulons pas avoir de problèmes encore dans notre équipe. Oh non, on a tapé un journaliste, ou on a tué un journaliste. Qu'ils fassent correctement leur travail. Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter, sachez que le corps sans vie d'un homme a été découvert ce mardi matin 2 décembre au fond d'un trou creusé pour des immondices. Les pièces d'identité trouvées sur le corps renseignent que cet homme a 69 ans et qu'il est un ancien chauffeur des établissements Psaro et qu'il se nomme Philippe Chawa. Les circonstances de ce décès ne sont pas encore déterminées. Fleur Magulamonga. Tête enfoncée au fond d'un gouffre, c'est de cette manière qu'un corps sans vie a été découvert tôt le matin de ce mardi 2 décembre au quartier Bendera, la Rouachi. Et lorsque le chef de quartier reçoit l'ordre du procureur pour retirer le corps du gouffre, c'est ainsi que les identités de l'infortuné sont dévoilées. L'homme s'appelle Chawa Philippe, 69 ans, chauffeur mécanicien de son état. Et d'aucun ignore les circonstances réelles de ce décès. Nous n'avons pas compris la mort de ses papas. C'est dans un trou d'ordures qui venait d'être creusé juste pour mettre des immondices. Alors, chose surprenante, ce matin, on trouve ce papa enfoncé, tête dedans, sauf les pieds qui étaient un peu presque dehors. Alors, on n'a pas compris, étant donné que nous sommes quand même de vieilles routines du village, connaissant ce qu'il y a. Nous avons simplement, et je n'ai pas encore à conclure, parce que nous attendons un service compétent pour donner la conclusion de son mort, de quoi est-ce qu'il est mort. Et la plupart des habitants interrogés évoquent comme cause de cette mort l'insécurité causée par l'obscurité qui règne dans une bonne partie de la commune Rouachi. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Juste après ce journal, eh bien, ne nous quittez pas. Vous pourriez suivre une page magazine de l'entreprise minière MMG qui est également impliquée dans la lutte contre le VIH-Sida. Et hier, 1er décembre 2014, eh bien, l'entreprise a organisé une journée de sensibilisation à l'endroit des agents et cadres de l'entreprise. Le directeur général de l'entreprise a prononcé un discours justement pour sensibiliser ces agents et cadres. Vous pourriez suivre cette page magazine juste après cette édition d'information. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle pour l'actualité de ce 2 décembre 2014, la situation difficile vécue en ce moment par les habitants du village Kasumbalesa. Eh bien, ces habitants ont vu leur maison écroulée, centre de santé également, école endommagée suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue sur place. Également dans ce journal, nous avons parlé de la FEMEC, l'association des femmes des médias du Katanga, qui organise en ce moment
un séminaire sur la lutte contre les violences sexuelles, un séminaire organisé à l'endroit des femmes travailleuses. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme.